Eh bien, on vous propose de commencer tout de suite. Clotilde va d'abord nous parler des maladies inflammatoires chroniques intestinales, qui sont des maladies qui peuvent s'associer à des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment ceux de la sphère de ce qu'on appelle les spondyloarthrites, spondylarthropathie. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Et puis après, on passera à toutes les questions. Je te laisse Voilà, commencer, Clotilde. donc c'est voilà, une petite présentation de ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies inflammatoires chroniques intestinales ou MICI. Donc les MICI, comme je viens de vous le dire, ce sont des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc ce sont des maladies chroniques comme les maladies rhumatologiques, les spondyloarthropathies, qui évoluent par poussées, qui sont entrecoupées de périodes de rémission. Dans ces MICI, en fait, il y a deux maladies différentes dont vous avez sans doute déjà entendu parler. La maladie de Crohn, qui a pour spécificité d'avoir une atteinte possible de tout le tube digestif. Donc on dit classiquement de la bouche à l'anus. Donc il peut y avoir l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou petit intestin, que vous voyez là tout replié sur le schéma de droite, ou le côlon et même l'anus. Et la deuxième maladie inflammatoire MICI, c'est la rectocolite hémorragique. Elle n'atteint que le rectum et le côlon. Il n'y a jamais d'atteinte d'une autre partie du tube digestif dans cette maladie. C'est entre autres comme ça qu'on les distingue. Donc ce qu'il faut savoir sur ces MICI, c'est que ce sont des maladies qui sont pas rares. Donc on estime maintenant à 300 000 cas environ en France, avec 8 000 nouveaux cas par an. Donc ce qu'on peut dire et retenir, c'est que ce sont des maladies qui ne sont pas vraiment rares et dont l'incidence augmente. D'une part parce qu'il y a, comme on dit, une occidentalisation mondiale, c'est-à-dire des facteurs environnementaux qui sembleraient favoriser l'apparition de MICI qui augmente, notamment tabac, alimentation, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis ça augmente aussi, sans doute probablement, parce qu'il y a un meilleur dépistage et qu'on fait plus de coloscopie, qu'on connaît mieux ces maladies et donc on les dépiste plus. C'est classiquement, on dit que c'est une maladie de l'adulte jeune avec un pic de diagnostic entre 15 et 35 ans, mais pas seulement. Et on voit de plus en plus de patients plus âgés, même de plus de 65 ans, chez qui on dépiste ce type de maladie. Il y a une discrète prédominance féminine pour la maladie de Crohn. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que ce sont des maladies chroniques, mais globalement, ce ne sont pas des maladies graves et l'espérance de vie est identique à la population générale. Et je referai un tout petit point par la suite sur les traitements, mais il n'y a pas de traitement médical curatif. On ne peut pas guérir ces maladies, c'est pour ça qu'on parle de maladies chroniques d'ailleurs. Oui. Quant aux traitements chirurgicaux, la chirurgie peut guérir la rectocolite hémorragique, parce que comme je vous l'ai dit, elle atteint le rectum et le côlon. Donc si on retire le rectum et le côlon, cette maladie est guérie. Mais ce n'est pas le cas pour la maladie de Crohn, parce qu'elle peut récidiver dans une autre partie du tube digestif. Alors pour les étiologies, cette diapositive vous illustre qu'en fait, il n'y a pas une cause, mais plusieurs causes qui sont intriquées, qu'en fait, on ne comprend pas très très bien les causes de ces maladies, et qu'il y a probablement des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire une prédisposition héréditaire, avec des facteurs liés à l'environnement, notamment le tabac pour la maladie de Crohn, peut-être autre chose, des agents infectieux, l'alimentation, sur un microbiote intestinal qui est peut-être un peu altéré, ce qu'on appelle une dysbiose, et qui entraîne une réaction inflammatoire et donc une hyperactivation du système immunitaire chez une personne donnée. Donc c'est l'ensemble de tous ces éléments qui va faire que la maladie se développe chez une personne. Le diagnostic, rapidement, la plupart des gens en ont entendu parler. Les symptômes, c'est des douleurs, de la diarrhée, de la fatigue. Sur le plan biologique, il y a de l'anémie, de l'inflammation. Les éléments clés du diagnostic, on les aura avec l'iléocoloscopie, avec des biopsies, et l'entéro-IRM. Donc c'est une IRM spécifiquement de l'intestin grêle. Et ce qu'il faut savoir, et c'est bien pour ça que je suis là, c'est qu'il y a des atteintes extradigestives, donc notamment rhumatologiques et dermatologiques, mais aussi autres. Les yeux peuvent être atteints, le foie, les poumons. Donc là, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment se passe une iléocoloscopie avec biopsie. Donc c'est un tuyau très long avec une petite caméra au bout qu'on introduit dans le côlon par l'anus et on va voir tout le côlon jusqu'au début de l'intestin grêle. Et on peut voir, comme vous le voyez, des petites anomalies, soit vous voyez à gauche ce qu'on appelle de l'érythème, donc c'est juste que c'est rouge, ou soit ce qu'on appelle des ulcérations, c'est un peu comme des petits aftes en fait, vous voyez sur la diapositive de droite en bas, c'est comme des aftes, et c'est ça qu'on trouve finalement dans le côlon ou dans l'intestin grêle, et c'est un peu le type de lésion qu'on peut retrouver dans les MICI. Donc les principes de traitement, bon, je ne vais pas vous dire tout ça, comme je vous ai dit, ça ne permet pas de guérir la maladie, mais ça permet de la mettre en rémission le plus longtemps possible.
Et donc un traitement permanent est presque toujours nécessaire. Vous allez voir, on a plusieurs types de traitements différents. Ça va être adapté à la sévérité des poussées, à l'extension des lésions, à la tolérance des différents traitements et à l'efficacité des autres traitements déjà utilisés. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a plein de traitements disponibles, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, de plus en plus en fait. D'ailleurs, c'est comme en rhumatologie, ces dernières années, il y a plein de nouveaux traitements qui sont arrivés. Jusqu'à maintenant, il y avait surtout les dérivés salicylés, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, et puis les anti-TNF depuis maintenant quand même pas mal de temps. Mais ces dernières années, on a aussi anti-interleukine, qui marche aussi dans certaines pathologies rhumatologiques, anti-intégrine, alors là c'est vraiment spécialisé en gastroentérologie, et inhibiteurs de JAK, qui sont aussi utilisés en rhumatologie. Donc c'est intéressant parce que, comme je viens de vous dire, la plupart des traitements peuvent être utilisés dans nos deux spécialités, donc c'est intéressant pour les gens qui ont plusieurs pathologies. Alors, un petit focus sur les manifestations rhumatologiques, mais on va en reparler avec les questions. Mais pour introduire, donc comme je vous ai dit, il y a des manifestations extra-intestinales dans les MICI, notamment des manifestations rhumatologiques qui sont les plus fréquentes des manifestations extra-intestinales. Et donc on estime à 25-30% des patients atteints de MICI qui ont des manifestations rhumatologiques. Elles peuvent apparaître avant, au moment ou après le diagnostic de MICI. Et donc on va en reparler sans doute avec Aline. On les classe en deux catégories. Les formes périphériques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça touche les articulations des membres, et les formes axiales qui touchent la colonne vertébrale ou rachis, et puis les articulations sacro-iliaques, donc qui font le lien entre le sacrum et les articulations iliaques. Donc dans les formes périphériques, ce sont les plus fréquentes en fait, chez des patients qui ont des MICI. 15 à 20% des patients qui ont une MICI vont se plaindre de douleurs articulaires. C'est plus souvent dans la maladie de Crohn. Le plus souvent, la MICI est déjà connue dans cette situation-là. Et le plus souvent, alors bon, il y a des exceptions, c'est plus compliqué, j'ai un peu synthétisé, mais le plus souvent, ça coïncide avec une poussée de MICI. Et les traitements de la MICI peuvent traiter ce type de poussée. Donc, il arrive, alors c'est pas l'idéal, mais il arrive quand même souvent quand c'est juste des formes périphériques comme ça, qu'on n'en réfère pas forcément au rhumato, que nous, on gère la poussée de la MICI et que finalement les arthralgies, les douleurs articulaires s'améliorent dans ces cas-là. Et voilà. Les formes axiales, en revanche, donc, qui touchent la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, donc il y a deux options. Donc les sacro-iliaques, donc l'atteinte de l'articulation sacro-iliaque, donc vraiment au niveau du sacrum, elle peut être même asymptomatique. Et dans ces cas-là, en fait, ça peut être très fréquent. Alors le pourcentage est un peu dur à donner parce que asymptomatique, par définition, les patients ne s'en plaignent pas, donc ça va dépendre après de si on fait une recherche ou pas et de quel type de recherche. En radio, c'est pas pareil qu'en IRM. Mais donc c'est en tout cas assez fréquent qu'on trouve une atteinte de cette articulation, mais qui n'est pas toujours symptomatique. Et par contre, une atteinte vraiment de la colonne vertébrale, c'est plus rare, c'est chez 5 à 10% des patients. L'évolution de cette maladie, dans ces cas-là, elle est un peu indépendante de la MICI. Et c'est vraiment indispensable, et c'est pour ça qu'on travaille souvent ensemble, d'adresser nos patients, enfin que les patients aient un suivi conjoint en rhumatologie et en gastroentérologie pour adapter nos traitements, parce que certains traitements ne marcheront pas dans cette atteinte du rachis de la colonne vertébrale. Voilà, c'était ma dernière diapositive pour vous introduire. Merci Clotilde, tu as bien fait le tour sujet de tout ça. C'est vrai que voilà, on est amené du coup à s'envoyer des gens. Nous, quand on a des patients avec des rhumatismes, des spondylarthrites qui ont des troubles digestifs et on se demande est-ce qu'en fait ils sont en train de déclencher une MICI. Et puis toi, à l'inverse, quand tu as des personnes qui ont des fortes douleurs dans un contexte de MICI, et tu dis est-ce que c'est une spondylarthrite ou est-ce que c'est d'autres douleurs, parce qu'évidemment les troubles digestifs peuvent avoir plein d'autres causes et les douleurs plein d'autres causes aussi. Donc c'est un des côtés sympas d'ailleurs, je trouve, de notre métier, d'essayer de faire le diagnostic et la différence entre ces problématiques pour pouvoir après voir dans quelle mesure on va pouvoir adapter nos traitements. Et très souvent on se concerte finalement pour essayer de déterminer un traitement qui a une chance d'agir sur tout à la fois, pour éviter de devoir combiner plein de traitements et de cumuler beaucoup de médicaments, quoi. Exactement, oui, tout à fait.